Alors, je vais revenir au problème que j'ai posé, donc comme exemple pour définir les contraintes, un exemple de contrainte. Alors, la seule chose que j'impose à mon système, la seule chose que j'impose au mouvement de mon solide, c'est qu'il reste au contact du plan, qu'il reste au contact de ce plan. C'est-à-dire que le disque ne veut pas avoir un mouvement, si vous voulez, libre. Lorsqu'un mouvement libre, je serai ici. Pour un mouvement libre, je sais très bien que mon solide, j'aurai besoin de n est égal 3 paramètres. 3 paramètres. N est égal à 3. C'est θ, x, bon, x, je prendrai un point n'importe lequel. Mais je ne vais pas parler de ça. Je sais très bien que lorsque le disque est libre, j'aurai besoin de libre dans A de D, j'aurai besoin de 3 paramètres. Bien. Alors, je voudrais savoir comment se traduit le fait que le disque reste en contact du plan permanent. Comment je vais la traduire pour que j'aurai un solide qui n'est pas libre. Alors traduisons cette chose-là qui nous dit que le disque reste en contact permanent sur l'axe. Ça veut dire que si je prendrais OG, regardez le vecteur OG, ou bien la position de G. La position de G, c'est-à-dire XG, je prends un point G, il appartient au solide, hein, G il appartient au solide. Eh bien je vais prendre un point quelconque, par exemple le point G. Vous voyez très bien que XG est égal, YG est égal. Eh bien, XG est égal à X. Hein. Ici, j'ai noté X, XG chez X. Vous voyez très bien X. Mais le YG, vous voyez très bien que le YG, c'est ça. Et le YG va être égal au rayon R du disque. Ça, c'est le rayon R du disque. YG est égal à R, qui est le rayon du disque. Alors, cette relation, YG est égal à R, c'est une relation que j'ai imposée à mon disque pour qu'il ne quitte pas l'axe. Cette relation, c'est ce qu'on appelle une contrainte au mouvement libre du solide. C'est une contrainte. D'accord? Et donc la contrainte se traduit par cette chose. Bien. Je n'ai pas éteint mon téléphone, je m'excuse, je vais continuer. Eh bien, je pourrais aussi écrire la chose suivante pour établir cette relation. Je pourrais dire que O0G, le O0G scalaire Y0 est égal O0I plus IG scalaire Y0, ce que vous avez dans le polycom, est égal O0I scalaire Y0 est égal à 0. Il me reste ici IG scalaire Y0 et IG scalaire Y0, c'est le rayon R du disque. Alors que ceci, c'est le YG, donc j'aurai le YG est égal à R. Donc on a donc YG est égal à R, et ça c'est une contrainte, c'est une contrainte au mouvement libre du solide. Je n'ai plus un solide qui est libre, mais j'ai un solide qui est contraint à respecter cette chose-là qui est une contrainte. Vous voyez très bien, cette expression-là, c'est une expression mathématique qui exprime que le disque ne peut pas quitter l'axe sur lequel il roule. Eh bien, regardez, je vais quand même aller plus loin que la définition de la contrainte. Je vais aller aussi vers l'application du PFD. Regardez comment les contraintes changent aussi bien la résolution d'un problème. Vous voyez très bien que j'ai ici une seule contrainte, je peux en rajouter une deuxième, etc. Et vous voyez très bien, vous allez voir que plus vous ajoutez des contraintes, plus le problème il change. Et suivant que vous prenez une contrainte ou l'autre, le problème va changer, la solution n'est pas la même. Eh bien, si vous appliquez le PFD, en supposant que le repère R0 est un repère galiléen, vous aurez P, le poids P, plus la réaction du plan. La réaction du plan, pour l'instant, je ne sais pas, c'est une réaction à deux composantes X et Y, hein, est égale M gamma de G par rapport à R0. Ça, c'est le PFD, c'est la première relation du PFD. Et ici, vous aurez le moment dynamique, le moment des forces extérieures en G, c'est-à-dire GI vectoriel R est égal à M R carré sur 2 phi seconde
Z0, ça c'est le moment dynamique, ça c'est le moment d'inertie du disque par rapport à l'axe I, G, le moment d'inertie I par rapport à l'axe Z0, G en G qui est égal à M R carré sur 2, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Z0 passant par G. Et ici, c'est la rotation phi, ou bien ce qu'on appelle, on l'appelle θ. Je m'excuse, ben, on va l'appeler θ. Hein. On va l'appeler θ. Peu importe, parce que dans le polycube, je l'ai appelé θ, phi. Voilà. Et donc, voilà les équations du mouvement lorsque je prends le PFD. Mais il faut rajouter à ces équations le fait que vous avez le YG est égal à R. Vous voyez très bien que cette relation est très importante. Pourquoi? Parce que si j'ai ça, j'ai le OG, le voilà, le O0G, je l'écris toujours, le O0G, c'est X et ici YG est égal à R, XG est égal à X. Vous voyez? Et donc la vitesse, vous voyez la vitesse de G par rapport à R0 est égale à X point ici 0. Si vous voulez, vous prenez 0, 0, 0. Hein. X, Y, ZG. Hein. Vous pouvez rajouter aussi le ZG hein, si vous voulez. Le ZG est égal à 0. Ici, vous aurez 0, 0. Et gamma de G par rapport à R0 est égal à X secondes 0, 0. Vous voyez très bien que ce n'est pas la même chose qu'un mouvement libre. Pour un mouvement libre, vous allez avoir le X et le Y. Ici, je n'ai pas un mouvement libre, j'ai un mouvement contraint et la contrainte, elle est ici. YG est égal à R. Ça, c'est une contrainte. Si le mouvement était libre, je vais avoir YG est égal à Y. Et la vitesse X point Y point, et l'accélération X seconde et Y seconde. Vous voyez très bien qu'un problème avec contrainte, c'est pas un problème c'est pas un problème du même système lorsqu'il est libre. Et donc, la première équation, si vous voulez, je vais la traduire par la projection sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, je prendrai P, c'est mg également mg y0, hein, y0, r, je ne vais pas finir parce que je détaille un petit peu, et donc vous aurez, si vous voulez, vous aurez les trois équations, je vais les écrire, hein, vous aurez les trois équations qui sont ici, c'est pas la peine que j'écrive tout, voilà les équations. Voilà les trois équations, vous aurez Rx est égal à mx secondes, vous avez Ry moins mg est égal à 0, et vous avez Rx est égal à m r carré sur 2 θ secondes. Voilà les trois équations. Mais faites attention, les trois équations avec le fait que y est égal à rg. Il faut rajouter, ça ce sont les trois équations obtenues par le PFD, mais j'ai un système qui est contraint, j'ai le YG est égal à R que je rajoute. Je rajoute à ces équations la contrainte que j'ai sur mon problème. Eh bien, vous voyez très bien que c'est un système de trois équations, une équation 2, 3. Les équations sont au nombre 3, alors que les inconnus, je vais mettre les inconnus ici. Les inconnus, ce sont le x, le θ que je ne connais pas non plus, le y je le connais, hein, c'est y, le x je ne le connais pas, le θ je ne le connais pas, le xr je ne le connais pas, et le RY aussi, je ne connais pas. De toute façon, le RY, il est donné. Mais de toute façon, c'est une équation de trois équations à 4 inconnus. Je ne peux pas résoudre ce problème. Vous voyez très bien que si vous prenez un problème avec une seule contrainte pour le disque, vous n'aurez pas de solution. On ne peut pas résoudre le problème parce que j'ai 3 équations et 4 inconnus. Alors, si je rajoute, par exemple, si on rajoute une autre contrainte que je vais appeler une autre contrainte, c'est la contrainte du roulement sans glissement du disque par rapport à R0. Ça veut dire que la vitesse de glissement de S par rapport à R0 est égale à 0. Si seulement si la vitesse de I appartenant à S par rapport à R0 est égale à 0. Or, d'après la définition du solide V de I, c'est V de G par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel GI. Et ceci va nous donner la vitesse de G, c'est X point X0 plus, ici vous aurez θ point Z0
faites attention à la différence du polycope, vous avez θ au lieu de phi. Hein. Vectoriel, GI c'est moins R, Y0. Et ceci est égal à x point plus R, phi point, x0. Alors la condition de roulement sans glissement se traduit par, x point plus R, phi point est égal à 0. Vous voyez très bien que ça, si je la rajoute à mes équations, parce que j'ai un solide déjà qui est en contact du plan, et en plus du contact, je rajoute une deuxième condition, par exemple une deuxième contrainte, c'est que je veux un roulement sans glissement. Vous voyez très bien que j'aurai donc deux conditions, deux contraintes. Ça c'est une contrainte si vous voulez, ça c'est une contrainte, je vais les séparer un petit peu, contrainte cinématique, alors que celle-ci c'est une contrainte géométrique, hein. Celle-ci c'est une contrainte géométrique pour les départager un petit peu, pour avoir les contraintes cinématiques d'un côté, les contraintes géométriques de l'autre. Alors, vous voyez très bien que j'ai donc cette chose-là. Si j'ai ça, voilà, le problème il va devenir la chose suivante. Hein. Vous voyez mon problème, mon PFD va devenir ça. J'aurai les mêmes équations de PFD. Vous voyez, le problème, il change. Hein. Le problème change. Pourquoi? Parce que je vais avoir le même résultat pour le PFD. Si j'applique le PFD, je vais avoir le Rx est égal à mx secondes. Je vais avoir Ry moins mg est égal à 0. Je vais avoir Rx est égal à m r carré sur 2. Je ne vais pas simplifier, je laisse comme ceci pour que vous puissiez un petit peu vérifier les calculs. Et par la suite, il faut avoir yg est égal à r. Il faut avoir x point plus r phi point. Oh là là, θ point. J'ai écrit phi point encore. Voilà, θ point c'est phi point. Oh, c'est r θ point, je m'excuse. Hein. C'est r θ point. Ce phi point, je ne sais pas pourquoi je le traduis chaque fois. Voilà. R θ point égale à 0. Alors là, ça c'est une valeur qui est donnée, hein, je ne parle pas de ça. Alors les variables, les inconnues, ce sont x, y, rx, x, θ par exemple. X, θ, rx, ry, ce sont les inconnus. Mais là, j'ai 4 équations. J'ai une équation, 2, 3 et 4 équations qui relient les paramètres du système. Donc ce système, 4 inconnus, 4 équations, je peux les résoudre. Si vous voulez, vous pouvez enlever, vous pouvez dériver ceci, vous allez voir rθ seconde égale à 0. Et vous mettez ceci ici, ou bien Rx, le Rx et MR1. Vous aurez R fois mx seconde est égal à m r carré sur 2 θ seconde. Le x seconde, vous le remplacez par, le x seconde, je le remplace par moins r θ seconde. Je vais avoir r m x seconde, c'est moins r θ seconde est égal à m r carré sur 2 θ seconde. Si seulement si, vous faites la somme, c'est 3 demi de m r carré sur 2 θ seconde égale 0. Si seulement si, θ seconde est égal à 0. Si seulement si, θ point est égal à θ point 0. Et si seulement si, θ est égal à θ 0, θ 0 plus θ point 0t plus θ 0. Voilà la solution θ. Si vous trouvez la solution de θ, vous allez retrouver la solution en x en revenant à la contrainte que vous avez ici. Vous voyez très bien que le problème avec contrainte n'est pas la même chose que le problème libre. Et donc, il faut savoir comment sortir les contraintes. Il faut savoir comment écrire les contraintes d'un problème. Bien, alors je vais donc d'abord définir le degré de liberté du système. Avant de continuer, je vais définir le degré de liberté du système parce que le temps est très court. Les enregistrements, ce sont des enregistrements de 20 à 30 minutes. On ne peut pas faire rapidement. Alors, degré de liberté de système,
degré de liberté d'un système que je vais noter petit n et non pas grand N. Le petit n qu'on appelle le degré de liberté du système est égal au nombre n de paramètres primitifs moins le nombre de contraintes. Le nombre, c'est le nombre de paramètres primitifs et ici moins le nombre de contraintes géométriques, cinématiques, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin du nombre de degrés de liberté? Parce que c'est le nombre minimal, ce nombre n degrés de liberté, c'est le nombre minimal de paramètres pour décrire la position du système. On ne peut pas travailler avec un nombre inférieur, c'est impossible. Je pourrais travailler un problème avec un nombre supérieur de paramètres, mais jamais je ne pourrais travailler avec un nombre inférieur de paramètres lorsque j'ai un degré de liberté qui est égal à n. Alors je reviens à mon exemple, ou bien à mes deux exemples. Lorsque je ne considère, l'exemple du disque, lorsque je ne considère que la contrainte du contact permanent, j'ai une seule contrainte. Et donc, le petit n est égal. Pour un disque dans le plan, normalement le grand n c'est 3, et 3 moins 1 est égal à 2. Une contrainte, 3 c'est le nombre de paramètres primitifs, moins une contrainte égale 2. C'est-à-dire que j'aurai besoin de 2 paramètres pour la position de mon système. Mes 2 paramètres sont le x et le θ. Vous voyez très bien que si vous me donnez le x et le θ, je pourrais avoir la position de mon système. Tandis que si je prends les 2 contrainte xg est égal à r et je rajoute la condition de roulement sans glissement est égal à 0. Là, j'aurai 2 contraintes. La première contrainte, la deuxième contrainte, et donc le nombre petit n est égal à quoi? Est égal à 3 toujours, mais moins 2, ça fait 1. Et donc ici, j'aurai besoin seulement d'un seul paramètre pour décrire la position de mon système. Je choisirai soit le x, soit le θ, parce que le x et le θ sont déjà reliés par cette relation. Une fois que je trouve le x, je pourrais trouver le θ. Une fois que je trouve θ, je pourrais trouver x. Je pourrais même intégrer cette équation si vous voulez. Je peux avoir x moins x plus r θ est égal à une constante. D'accord, est égal à une constante. Je pourrais même intégrer ceci. Je pourrais trouver x fonction θ ou bien θ fonction de x. Et donc, le nombre de degrés de liberté de mon système, lorsque je prends les 2 contraintes, c'est égal à un seul paramètre. Et faites attention, lorsque vous avez 2 paramètres, vous aurez 2 équations de mouvement. 2 équations de mouvement. Et lorsque vous avez un seul paramètre ici, par exemple, soit x, soit θ, soit prenez x, soit prenez θ, là vous aurez une seule équation du mouvement et non pas 2. Vous voyez très bien, le nombre de contraintes diminue. Chaque fois que vous rajoutez une contrainte, vous diminuez le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le système et vous diminuez en même temps le nombre d'équations de votre système. Donc si vous avez n, le nombre de degrés de liberté est égal à n, vous aurez besoin vous allez donc traduire vos équations par n équations du mouvement. Vous ne pouvez pas faire autrement que n équations. Le minimum, c'est n. Alors, je vais donner d'autres exemples de contraintes. Cette fois-ci, c'est plus simple. Cet exemple-là, c'est plus simple. Mais quand même, il y a une nuance dans le problème. Regardez, je vais considérer un point matériel, c'est-à-dire un pendule simple. Un pendule simple. Pour un pendule simple, voilà un pendule simple. Voilà mon point M. Voilà le Y0. Et voilà le x0, j'arrive donc pour les contraintes. De toute façon ici, le nombre n, normalement c'est 2, parce que je suis dans le plan, j'ai donc un point matériel. Sauf que, est-ce que j'ai des contraintes? Cette distance au m, au 0m, j'ai un pendule simple. C'est un pendule simple. C'est un pendule simple. Pour un pendule simple, cette longueur est une constante. L est constante. Lorsque cette longueur est constante, le point M ne peut se déplacer que sur la trajectoire circulaire C de centre 0 et de rayon R. Et donc la contrainte, c'est quoi? Cette contrainte va se traduire par le fait que xm, ym, ça c'est xm, et ça c'est ym, ça c'est ym, xm carré plus ym carré est égal à L carré. Et ça, c'est une contrainte. Une contrainte
Et vous voyez très bien que cette contrainte, c'est une contrainte géométrique qui relie les paramètres de position de votre système, qui relie xm et ym. Et donc, j'aurai petit n qui va être égal à 2 moins 1 est égal à 1. Un seul paramètre, c'est ce paramètre θ que je vais employer pour décrire mon système, c'est-à-dire que je vais avoir le θ comme seul paramètre. C'est pour ça qu'on choisit dans le problème des pendules simples que j'ai le θ qui va décrire le mouvement du point matériel. Alors si je prends cette fois-ci un pendule pesant, regardez, ou bien je vais considérer une tige, hein. Si vous voulez, je vais voir si est-ce que je veux considérer la tige ou bien le pendule pesant. Bon, je prends un peu de. Alors, si je prends par exemple, voilà, je prends par exemple, regardez, pour avoir un peu de la différence, je vais prendre une barre ou bien une tige. J'ai ici une tige en mouvement, voilà le centre de masse de la tige. Elle est en mouvement par rapport à l'axe x0, en rotation par rapport à l'axe z0. C'est le même problème, sauf que là, j'ai un solide. Et là, j'avais un point matériel. Là, j'avais un point matériel. Et ici, j'ai un solide. Ceci, c'est un solide. Hein. C'est un solide. Exprès, j'ai pris une barre. Hein. Je pourrais prendre un pendule carrément. Hein. Je pourrais prendre un pendule qui est comme ceci. Mais le plus simple, c'est de prendre la barre pour avoir la différence entre les deux. Alors, ici, pour le solide, le n n'est pas égal à 2. Le n est égal à 3. Et il me faut une rotation et la position d'un point. La position d'un point, n'importe quel point. Alors, il me faut la position du solide dans l'espace. Pour avoir la position du solide dans l'espace, il vous faut trois coordonnées, 3 paramètres de position ou bien 3 coordonnées. Donc il vous faut une rotation. Je vais définir la rotation comme ici, θ, une rotation θ, et la position d'un point. La position d'un point, je prendrai par exemple la position O0. O0, c'est un point qui appartient au solide. Ceci entraîne que les coordonnées O0, c'est x0 égale 0 de O0 et y de O0 est égal à 0. Vous voyez très bien que c'est deux choses. J'ai les coordonnées d'un point, n'importe quel point. Ici, j'ai pris le point O0. J'ai deux contraintes, la première contrainte et la deuxième contrainte. Et donc, il me reste que l'angle θ. Vous voyez très bien que 2 contraintes moins 3 moins 2, il vous reste 1. Votre système n'est paramétré que par un seul paramètre qui est θ. Et si je rajoute, dans un troisième exemple, je rajoute une deuxième barre, ça c'est toujours l'axe Z0, ça c'est X0, Y0, une autre barre, voilà ma barre, la première, et voilà une deuxième barre. Ici, je vais noter θ1, ici, je vais noter θ2, ici, je vais le noter L1 pour la longueur, ici, c'est la longueur L2. Ce point A, je vais le noter le point A, ce point-là, je vais le noter le point B, et ce point-là, c'est le point O0. Bien, alors exactement pareil que pour le premier problème, normalement, j'ai 2 solides. Normalement, le nombre n est égal à 2 fois 3. 2 fois 3, 2 solides, ce sont mes 2 solides. 2 solides dans le plan, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Vous voyez très bien que ça fait n paramètres primitifs. Or, dans mon problème, vous allez voir que le nombre de degrés de liberté du système, ce n'est que 2. Ça veut dire que j'aurai 4 contraintes imposées au système. Les 4 contraintes imposées au système sont les suivantes. Regardez que, alors je vais faire ça de 2 manières différentes si vous voulez. Je vais d'abord prendre chaque solide à part. Il faut faire attention parce que c'est là où les étudiants ne trouvent pas le raisonnement. Ils n'arrivent pas à relier le mouvement libre avec les contraintes. Il faut relier le mouvement libre avec les contraintes pour pouvoir déterminer toutes les contraintes, pour l'instant, géométriques. Je parle, tout cela, ce sont des contraintes géométriques. Alors, je vais déterminer les contraintes géométriques. Je vais faire la même chose pour chaque solide. Pour le solide S1, par exemple, le premier solide S1, celui-là, S1, pour le premier solide S1, et ça, c'est mon solide S2. Pour mon solide S1, je vais prendre, pour le solide S1, je vais prendre un point qui appartient à S1. Vous allez me dire lequel des points vous allez prendre, monsieur? Vous prenez n'importe quel point que vous voulez, en particulier le point O0, ou bien le point A, ou bien le centre de masse de la tige, de la première tige, G1, G2, vous prenez n'importe quel point qui appartient. N'importe quel point qui appartient au solide, je prendrai par exemple le point O0. Le point O0, c'est X0 est égal à 0,
O0 est égal à 0. C'est fini, donc j'aurai ici déjà deux contraintes. Ce point-là et ce point-là ne peuvent pas être n'importe où dans l'espace. Je reviens ici, regardez, cette chose, ces deux contraintes, ça veut dire que la tige n'est pas libre dans l'espace. Si elle était libre, elle va être comme ceci. Vous voyez? Supposons que ça, c'est votre A et B, ça, c'est votre A qui coïncide avec l'origine. Lorsque la tige est libre, vous aurez trois paramètres de position. Or, la tige n'est pas libre. Vous avez votre point A, n'a pas de mouvement, c'est-à-dire le point A, XA, YA est égal à 0. D'accord? XA est égal à 0, bien XO0 est égal à 0, Y est égal à 0. Ça veut dire que vous avez deux contraintes sur le point A. Je pourrais rajouter des contraintes sur le point B si le point B se déplace sur un axe, par exemple. Là, j'ai laissé le point B qui va se déplacer sur un cercle. Même chose ici. Donc, ce point-là, c'est un point du solide, S1. Donc, il me faut un point du solide, la position d'un point du solide et une rotation que j'appellerai θ1. Et pour le solide S2, il me faut un deuxième point. Un point qui appartient à S2. Un point qui appartient à S2, soit le point A, soit le point B, soit le point G, soit un autre point. Je prendrai par exemple le point A. Le point A qui appartient à S2. A appartient à S2. Ceci appartient à S1. Les coordonnées XA, YA. Vous voyez bien que XA est égal à L1 cosinus θ1, L1 cosinus θ1, et L2 et YA c'est L1 sinus θ1. D'accord? Or, si je connais la position du solide S1, donc si vous me donnez θ, je vais connaître la position du solide S1, parce que ça est égal à 0, je vais connaître la position du solide S1. Si je connais la position du solide S1, si je connais θ, je vais connaître XA et YA parce que θ est connu. Si j'ai le θ fonction du temps, j'aurai par la même occasion XA et YA. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, normalement, il me faut, pour le solide S2, il me faut deux paramètres de position d'un point, n'importe lequel, plus une rotation. Alors je résume, encore une fois. Si vous me donnez le θ1, l'angle qui définit la position de la tige numéro 1, du solide numéro 1, puisque ça est égal à 0, donc je pourrais déterminer la position de S1. Si je détermine la position de S1, je vais déterminer le XA et le YA. Donc ces deux choses-là, ce sont deux autres conditions. Ça, c'est la première condition, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième, c'est la quatrième. Ce sont les quatre contraintes du problème. 4 contraintes, vous avez petit n est égal à 6 moins 4 contraintes, ça fait 2. Ces deux paramètres sont θ1 et θ2. C'est un problème à deux paramètres, c'est un problème à deux équations. Pour résoudre le problème, je ne peux pas descendre au-delà de 2. Je peux remonter, mais je ne peux pas résoudre le problème avec un seul paramètre. C'est impossible, le nombre de degrés de liberté est égal à 2. D'accord? Alors je vais compliquer encore le problème, juste ce dernier exemple et je m'arrête, juste le dernier exemple. Alors voilà le dernier exemple. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez reprendre n'importe quel point. Je répète encore, vous pouvez prendre n'importe quel point. Voilà, je vais prendre ce problème-là avec une tige et j'ai ici un disque. Je vais prendre la tige déjà, voilà. Et là, j'ai un disque. Pardon. Voilà mon disque. J'ai donc deux tiges reliées entre elles au point A. Pardon, ça c'est le point B. Ça c'est le point A. C'est-à-dire que le point A ne peut se déplacer que sur l'axe. Le point A ne peut se déplacer que cela veut dire que le point A ne peut se déplacer que sur l'axe Y0. Ça c'est X0. Ça c'est Y0. Et ça, c'est le point I. Et ça, si vous voulez, c'est X, si vous voulez. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin. On va définir les paramètres de position par la suite. Il vaut mieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner au départ les paramètres de position. On ne connaît pas les paramètres de position. On va définir d'abord le nombre petit n à quoi est égal. Le nombre petit n à quoi est, le nombre de degrés de liberté. Avant de définir ça, il faut définir le grand n à quoi est égal. J'ai 1, 2, 3 solides. Voilà 3. Multiplié par 3. Eh bien, ça fait 9 paramètres primitifs de position. Ça, pour le mouvement libre. Très bien. Or, le mouvement libre, ça veut dire que la tige S1, ça c'est S2, ça c'est S3, ça c'est le point C.
Le mouvement libre, ça veut dire que S1 est libre, S2 est libre, S3 est libre. Or, ils ne sont pas libres, ils sont reliés. Le solide S1 est relié à l'axe Y0, le solide S2 est relié au solide S1, le solide S3 est relié au solide S2, etc. Ce ne sont pas des mouvements libres de chaque solide. Ça, c'est pour le mouvement libre de chaque solide. Or, puisque mon système, ça c'est mon système sigma, or, puisque dans mon système sigma, il y a des contraintes, je vais voir des contraintes n'importe où. D'abord, je pourrais introduire la contrainte, la première contrainte. C'est quoi cette première contrainte? Cette première contrainte, c'est le roulement, c'est le contact. C'est le contact permanent du disque avec l'axe O0, X0. Ça, ce contact-là, cette chose-là, si je note ça, par exemple ceci, je le note θ1, je vais le faire pour l'instant, voilà, ça je le note θ2, et la rotation, cette rotation autour de ça, je vais la noter θ3, voilà. θ1, θ2, θ3. Je vais noter donc cette rotation de là jusqu'à là, c'est θ1, celle-ci c'est θ2, et la rotation de S3 du disque par rapport à l'axe Z0, je l'appelle θ3. Eh bien, vous voyez très bien que, et ça c'est L1, cette longueur-là c'est L1, et cette longueur c'est L2, et le rayon c'est R. Vous voyez très bien que la position, si je veux définir d'abord la relation de contact permanent, ça veut dire que le YC, il doit être égal à R, rayon du disque. Rayon du disque. Ça, c'est ma première contrainte. Très bien. Il reste à définir les autres. Alors, une autre contrainte, il est là. C'est que si je prends le solide S1, je vais le faire solide par solide, c'est mieux. C'est mieux que de faire tout en même temps. Voilà mon solide S1. C'est mieux que de faire chacune à part. Juste celle-ci à part, parce que je voudrais que le disque reste en contact du plan, ça c'est à part. Et après, je vais donner les autres contraintes. Pour le solide S1, je vais prendre le point A. Eh bien, le point A, je vais avoir le point A et la rotation. Il nous faut le XA et le YA. La position de mon solide S1 est complètement déterminée par les coordonnées, deux coordonnées d'un point et une rotation. La rotation, je l'ai déjà appelée θ1. Le XA, vous voyez très bien que le XA est égal à 0. Et le YA est égal à R. Le YA est égal à R plus L2 cosinus θ2 plus L1 cosinus θ1. Voilà très bien. Vous voyez très bien que si je connais θ1, le L1 cosinus θ, je pourrais le calculer. De toute façon, en premier lieu, j'ai le XA est égal à 0. Ça, c'est ma première contrainte. D'accord? Il vaut mieux sortir ceci. Ça, c'est pour le point. Et ça, c'est pour la rotation. Et θ1. Alors, je prendrai le point B. Je vais finir dans 5 minutes. Pour finir avec les contraintes. Alors, si je prends par exemple le point B, pour le solide S2, je vais prendre le point B. B il appartient à S2. Donc, il me faut le XB et le YB est égal et une rotation. Ça, c'est pour la position et la rotation. La rotation, je l'ai noté θ2. Très bien. Alors, le XB, à quoi est égal le XB? Le XB est égal à L1. XB, c'est L1 sinus θ1. Et le YB est égal à R plus L2 cosinus θ1. R plus L2 cosinus θ2. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, alors regardez, les coordonnées de B, c'est ça, c'est, oh là là, qu'est-ce que j'ai marqué? Oh là là. Alors, je vais donc, oh là, j'ai écrit quelque chose, peut-être qui ne marche pas. Donc, je reviens sur le XB. Voilà mon XB. Ça, c'est mon XB. C'est quoi? C'est L1 sinus θ. C'est bien. Voilà, c'est L1 sinus θ1. Très bien. Il me reste ceci. Le YB. Le YB, c'est R plus L2 cosinus θ2. C'est très bien. C'est R plus L2 cosinus θ2.
Ça, c'est très bien. Donc, on a retrouvé les valeurs. Eh bien, regardez très bien. Si je connais le paramètre θ1, juste le paramètre θ1, et je connais le paramètre θ2, je pourrais calculer L1 cosinus θ, L2 cosinus θ2, et je pourrais calculer L1 sinus θ1 et ceci L2 cosinus θ2. Je pourrais calculer les 4 choses. Donc, cette chose-là, c'est la première contrainte. Celle-ci, c'est ma deuxième contrainte. Celle-ci, c'est la troisième contrainte. Quatrième contrainte. Et là, il ne faut pas l'oublier, c'est la cinquième contrainte. 5, 9, 4, il nous reste une contrainte. Alors, il nous reste une contrainte, c'est le point C. Alors, C, pour le solide S3, j'aurai C, il appartient à S3, et vous aurez XC, YC. Ça, c'est pour la position du point et la rotation. La rotation, on l'appelait θ3. Alors, XC, on l'a déjà défini? Non, on ne l'a pas défini. Alors, XC est égal à L1 sinus θ1 plus L2 sinus θ2. Ça, c'est XC. Et le YC, c'est toujours R. Le YC est égal à R. Et donc, vous voyez très bien que si je connais θ1 et θ2, je pourrais calculer tout le reste, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 relations. Donc, je pourrais avoir les 5 relations. Et au total, je vais avoir donc le n, petit n, est égal à 9 moins 3, moins 6 pardon, est égal à 3. 3 paramètres qui sont θ1, θ2 et θ3 que nous avons pris dans ce problème. Donc, les 3 paramètres suffisent à déterminer la position de votre système dans le plan. Vous voyez très bien qu'on a commencé par essayer de paramétrer solide par solide. Un solide est complètement déterminé par la position d'un point et la rotation. Même chose, on l'a refait ici, Et donc, si vous connaissez le θ1 et le θ2, vous pouvez connaître ceci, ça, et ça, et ça. Et donc, vous aurez déjà 5 relations, plus la relation de roulement du contact permanent, ça fait 6. Ça, c'est pour les contraintes géométriques. Tout ça, ce sont des contraintes géométriques. Vous pouvez rajouter encore, si vous voulez, une contrainte cinématique, roulement sans glissement du disque sur 1. Ça vous fait une condition supplémentaire, une contrainte supplémentaire. Et si vous rajoutez cette contrainte supplémentaire, vous aurez seulement 2 paramètres au lieu de 3. Eh bien, je vais m'arrêter pour le cours. Avant de m'arrêter, je vous conseille de ne pas attendre le cours, de ne pas attendre plus de cours. Il faut déjà, avec ça, voir votre cours de mécanique analytique. C'est fini parce que c'est pas fini pour le cours, mais c'est fini. Vous pouvez déjà commencer votre cours. N'attendez pas, il ne faut pas attendre. Vous avez les contraintes, nombre de degrés de liberté. Les coordonnées généralisées, ce sont le nombre n de paramètres que vous avez, ce sont les coordonnées généralisées. Et donc, vous pouvez faire le cours de mécanique analytique. Pour le cours de ondes-vibrations, là, il faut, comme j'avais déjà dit au premier, c'est-à-dire au commencement de ce cours, il faut donc commencer déjà par établir les relations des ressorts, etc., dont vous aurez besoin par la suite. Et en attendant l'établissement des équations de Lagrange. Les équations de Lagrange, je vais l'établir essentiellement pour le cours de vibration, parce que dans un cadre très simple, très simplifié, sans passer par le PPV, sans passer par le principe des puissances virtuelles, pour avoir un chemin plus court, parce que l'autre chemin, il est très très lent à faire, mais c'est éducatif quand même. Donc je vous remercie, je vous revois la prochaine fois pour un deuxième cours.